Je m'appelle Christophe Vieux, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs de Toulouse qui s'appelle l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées. Et j'effectue une recherche sur les nanotechnologies en lien avec la biologie et la médecine dans un laboratoire du CNRS qui s'appelle le LAS, le laboratoire d'architecture et d'analyse des systèmes, où j'anime toute une action stratégique qui vise à coupler les sciences de l'ingénierie avec la biologie, et le médical et l'environnement. Pour nous, la question qu'on se pose, les nanobiotechnologies, quel avenir pour les nanobiotechnologies au niveau de l'humain? Ces technologies sont duales. C'est-à-dire que quand on développe une technologie, il y a toujours effectivement des côtés plutôt positifs, bénéfiques. Souvent, elles sont liées aux intentions qui ont promu à leur développement. Évidemment, elles ont des côtés duals avec des applications ou des usages qui étaient inattendus et qui peuvent être controversés, voire dangereux. Les nanotechnologies appliquées à la biologie, que vous avez appelées nanobiotechnologies, n'échappent pas à cette règle. Elles ont des côtés extrêmement positifs. Je parlerai par exemple du diagnostic des maladies qui peut être plus précis, qui peut permettre une prise en charge de certaines pathologies qui va être nettement améliorée. On a beaucoup d'espoir au niveau des grandes maladies que sont les maladies neurodégénératives ou le cancer par exemple. Et puis il va y avoir des côtés qui sont un peu plus inattendus et qui sont des utilisations duales de ces mêmes principes et de ces mêmes activités scientifiques et techniques, qui sont par exemple, au lieu de soigner un individu, de commencer à essayer de le modifier avec une perspective qu'il faut critiquer et bien réfléchir, qui serait celle d'augmenter l'humain. D'accord, donc l'humain augmenté, on va pouvoir augmenter les capacités, donc va se poser des problèmes de caste Alors il y a plein de problèmes qui vont se poser, mais oui. Alors si on repart plutôt à la base, c'est-à-dire si on augmente l'humain, il faut déjà se poser la question de pourquoi on l'augmente. Donc si c'est pour le rendre plus efficace sur une tâche particulière, il y a des tas de pistes. On peut faire des humains qui dorment moins, on peut faire des humains qui voient la nuit, on peut commencer à arriver à faire des humains qui aient des réflexes beaucoup plus rapides, qui aient des capacités motrices exacerbées. On sent bien qu'on va s'intéresser à des tâches bien précises et donc on va le rendre plus performant sur une chose. À ce moment-là, on considère l'humain comme une sorte de machine qui doit remplir une tâche. Et donc on a une vision de l'humain et du vivant au sens large, qui est extrêmement réductionniste quand on a cette approche-là. Est-ce que cet humain qu'on a rendu plus performant, nous l'avons amélioré? Pour moi, la réponse est clairement non, mais c'est une question ouverte qu'il faut débattre largement. Mais doit-on pas aller vers un humain augmenté pour contrecarrer les avancées de la robotique? Alors, honnêtement, c'est un vaste sujet, mais souvent dans l'esprit des gens, le robot est perçu comme une machine qui, à terme, risque de prendre le dessus sur l'humain et sur les personnes. Alors, si c'est une opinion personnelle là, que je vais livrer, évidemment, c'est que moi, dans ces craintes que j'ai vis-à-vis de la robotique ou vis-à-vis des machines, en fait, ce n'est pas tellement les machines qui me font peur. Parce que je sais qu'elles seront ce qu'elles sont, même avec les progrès qu'on peut imaginer, elles auront toujours leurs limites, etc. Ce qui me fait extrêmement peur, c'est les hommes qui sont derrière ces machines. Ceux qui les ont programmées, ceux qui les ont fabriquées. Donc finalement, les machines vont être une intermédiaire, mais ça sera toujours quelque part des relations humaines qui doivent être réfléchies et apaisées. Et je répète, moi, par rapport à ces robots, etc., c'est les gens qui sont derrière ces robots qui vont les commercialiser ou qui les ont programmés ou qui vont avoir réfléchi à l'usage que la société doit en faire. C'est ceux-là qui me font peur. D'accord, donc si je vous comprends bien, on doit d'abord réfléchir sur qui l'on est et remettre une éthique au centre du sujet. Voilà, c'est parfait comme conclusion. Je vous remercie. Merci. Je dirige un petit laboratoire, un petit pôle de recherche dans un laboratoire au CNRS sur le thème de la médecine connectée et de l'humain augmenté. C'est une manière de vous dire qu'au fond, si je suis là au colloque, c'est que je m'intéresse à l'avenir de l'humain dans un contexte où la technologie prend de plus en plus d'importance. Et voilà, donc j'ai commis un certain nombre de travaux ces dernières années, ces 10 dernières années, sur le transhumanisme. Et c'est pourquoi on m'a sollicité de venir parler. Alors, on voit quand même, on a une société où à l'époque est arrivé les chirurgies esthétiques qui étaient des chirurgies réparatrices. On a utilisé cette technique pour améliorer le physique de l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, si on trouve des technologies médicales qui vont nous permettre de rattraper des capacités,
d'un point de vue motricité ou autre, n'est-il pas à craindre que d'autres personnes les exploitent à des fins d'augmenter leur potentiel et créer une élite modifiée? C'est évidemment un risque qui tient d'abord au fait qu'on a une approche très très mécaniste de l'humain. On est un petit peu dans la position dans laquelle on peut se trouver des constructeurs automobiles autrefois, qui avaient besoin de changer un pot d'échappement sur une voiture, et puis découvraient qu'il y avait des technologies qui permettaient de booster les pots d'échappement et qui ont fait des suspensions Gordini ou des choses comme ça. Ce que vous dites en fait, c'est que ce que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'augmentation, la problématique de l'augmentation, pour l'humain, elle hérite du constat d'avoir à réparer précisément des diminutions. Nous savons faire, donc pourquoi ne pas faire? Exactement. Et par contre, ces dérives, nous, au niveau français, on voit par le biais du colloque que nous attachons à y mettre beaucoup d'éthique. Aujourd'hui, au niveau mondial, est-ce le cas? Est-ce qu'il y a vraiment cet engouement pour l'éthique? Écoutez, non, c'est évidemment pas le cas. D'abord parce qu'on n'a pas forcément un concept univoque d'éthique. Pour moi, l'éthique, c'est assez clair, c'est une manière de réunir les conditions du bien vivre ensemble et du bien-être individuel et collectif. Mais c'est quand même une conception extrêmement vaste et floue, dans laquelle je ne suis pas sûr que, par exemple, les Asiatiques se reconnaissent, par exemple. J'ai souvent été frappé du fait que, travaillant avec des Chinois, je découvrais que certaines questions qui nous font problème à nous, en France, par exemple la transplantation d'organes, ne pose aucun problème à un Asiatique, parce qu'il est dans une culture qui est fondamentalement animiste, et l'humain ne commence pas à l'organe ou à l'organisme, mais peut commencer au niveau du végétal. Et si, quand vous pensez la vie, vous pensez le végétal plutôt que de penser l'organisme, vous n'avez pas la même réaction lorsque vous devez affronter des problèmes de transplantation d'organes. Donc il y a des configurations culturelles extrêmement différentes d'une société à l'autre, qui fait qu'il n'y a pas forcément de langage commun et de préoccupations communes autour des mêmes questions éthiques. Je finirai par une question, on va dire rigolote, mais qui peut ne prêter à ne pas rire. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'humain volera de ses propres ailes? Oui, c'est pas complètement impossible qu'il vole d'abord complètement, tout simplement. On peut imaginer, alors puisque on est un peu dans l'humour, il y a des gens qui s'imaginent qu'avec CRISPR-Cas9, qui est ce fameux ciseau moléculaire qui permet d'intervenir sur le génome, on pourrait très bien transférer des compétences animales sur des humains en faisant ce copier-coller avec les gènes animaux, et pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il volera de ses propres ailes? Là, au sens propre, peut-être. Au sens figuré, non. Je crois que il aura toujours besoin de se référer à quelque chose comme un tiers. Je ne vois pas, par exemple, que les religions refluent beaucoup aujourd'hui, alors qu'en toute rigueur, s'il pouvait vivre de ses propres ailes, il n'aurait pas besoin de l'hypothèse de Dieu, comme disait, je ne me souviens plus qui, je crois que c'est Einstein, à qui on posait la question, où est Dieu dans tout ça? Et j'ai pu lire un ouvrage de Laurent Alexandre, L'amour de la mort, qui parle de l'enfant qui vivra 500 ans, pour lui il sous-estime, qui serait déjà né. Qu'en pensez-vous? La biologie va faire des progrès considérables. Elle en a fait déjà des progrès considérables en 20 ou 30 ans, depuis au moins la biologie moléculaire, donc un peu plus longtemps. Mais donc en 100 ans, la biologie peut faire des progrès absolument faramineux, ce qui fait qu'un être qui vivrait sans la biologie qu'on va connaître dans les années à venir, mais avec la biologie d'aujourd'hui, qui vivrait 100 ans, il peut très bien, évidemment, imaginer vivre 200, 300, 400 et pourquoi pas 1000 ans. D'accord. Écoutez, je vous remercie en tout cas, c'était une discussion fort sympathique. Merci. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Lors de ce colloque, on a pu voir différentes technologies, l'intelligence artificielle, les nanobiotechnologies, on a pu parler de la robotique, on a pu parler du monde de demain en fait. Les questions qui se posent, c'est quel monde voulons-nous pour demain ?
Voilà. Les différents interlocuteurs que vous avez pu voir précédemment ont essayé de répondre au mieux à ces questions lors de ce colloque. Vous pouvez les retrouver, bien entendu, sur les différents réseaux, discuter, essayer de leur poser des questions. Mais le plus important est de savoir que le monde de demain commence par nous, savoir comment se positionner face à ces technologies et qu'est-ce qu'on veut faire de demain. Est-ce qu'on veut d'un humain augmenté, totalement déshumanisé, ou est-ce qu'on préfère garder une civilisation telle qu'elle est aujourd'hui? Les questions se posent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra répondre un petit peu, vous aider à vous poser les questions et à prendre le temps de savoir quel monde pour demain.